Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la Chronique des Amériques. Donc nous allons commencer par passer un morceau, si Ingrid peut nous diffuser l'hymne El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Avant. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirá canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Donc je vous ai diffusé cet hymne des Chiliens qui a été composé à l'origine par le groupe Quilapayún et un compositeur dans les années 70. C'était le groupe Quilapayún avait été nommé ambassadeur culturel par le président Salvador Allende et donc la version que vous avez écoutée c'est celle de Inti Illimani. Alors c'est important en ce moment parce qu'on replonge en fait dans l'histoire au Chili et vous allez le comprendre avec les développements ultérieurs puisque le mouvement des étudiants chiliens se poursuit. Alors je vais tout de suite vous indiquer que vous avez la possibilité cette semaine de rencontrer ces étudiants chiliens. Il va y avoir une délégation qui sera reçue à la Sorbonne jeudi 6 octobre à 19h30 après une rencontre des députés au Parlement européen à Bruxelles. Le vendredi 7 octobre de 11h à midi, il y a une conférence de presse à la Maison d'Amérique latine. Donc vous êtes tous invités. Bon, la Maison d'Amérique latine, la salle n'est jamais très grande, mais bon, c'est difficile compte tenu des horaires, mais diffusez cette information si vous avez dans votre entourage des journalistes. Il est vraiment important de parler de la lutte de ces étudiants chiliens. Donc ça fait 5 mois, enfin depuis le mois de mai, qu'ils protestent pour une école gratuite, laïque et donc de qualité. En fait, ils sont dans un mouvement qui ressemble à celui qui a valu à un certain nombre de profs de descendre dans la rue cette semaine, sauf qu'en plus, au Chili, il y a une répression féroce. Donc les négociations commencent, la CONFRE, c'est-à-dire la Confédération des étudiants du Chili n'est pas dupe, puisqu'ils ont quand même annoncé qu'ils seront tous dans la rue. Il y a donc une nouvelle mobilisation des travailleurs de la santé, du mouvement social pour une éducation publique et gratuite, qui est donc programmée parce qu'ils savent très bien que le gouvernement de Piñera, qui est un gouvernement ultra-libéral, n'a pas l'intention de lâcher grand-chose. Or, ces étudiants, s'ils se sont révoltés, c'est parce que les conditions des études, les conditions de la santé sont en train de se dégrader au Chili depuis son arrivée au pouvoir, sachant qu'elle n'était pas non plus extraordinaire auparavant et qu'en plus, eh bien, les fantômes du passé n'ont pas disparu. C'est-à-dire ceux qui étaient en place sous Pinochet sont encore là. Lorsqu'il y a répression du mouvement des lycéens, c'est par des maires qui décident de fermer des lycées, donc à Providencia et à Santiago du Chili. Or, ces maires, ce sont d'anciens ministres de Pinochet.
Voilà, voire pour le premier, celui de Providencia, c'est aussi un ancien agent des commissions politiques de Pinochet. Si vous avez un petit peu souvenir de tout ce qui a pu se pratiquer au Chili, vous comprenez de quoi il peut s'agir. Donc le mouvement des étudiants chiliens a besoin de soutien, d'un soutien international. C'est pour cela qu'ils viennent en France, qu'ils vont aller aussi rencontrer des instances européennes, parce qu'il faut qu'ils puissent maintenir un système d'éducation, même s'il n'est pas parfait, qui permettait quand même à un certain nombre de Chiliens d'accéder à l'éducation. Et par ailleurs, sachant qu'il y a des enjeux dans le domaine de la santé que je vous ai déjà évoqués, c'est-à-dire une privatisation des cliniques, des hôpitaux, et donc ça voudra dire une impossibilité d'accéder à la santé pour un grand nombre de Chiliens. On continue avec des questions que j'avais abordées aussi les semaines précédentes, notamment cette route départementale en Bolivie. Alors, il faut savoir que ce projet de route départementale a été suspendu par le gouvernement d'Evo Morales, mais qu'il y a eu un mouvement de répression policière de la marche pacifique qui avait lieu vers La Paz. Donc, cette marche qui avait commencé le 15 août. Donc, Morales a destitué le ministre de l'Intérieur. Il a donc remplacé Sacha Leoranti par Wilfredo Sanchez. Des mesures vont être prises et par ailleurs des négociations sont ouvertes avec les représentants de l'Assemblée du peuple Guarani, APG, pour essayer de mettre en place autre chose, un autre système de circulation entre Cochabamba et Beni, puisque le mouvement c'est surtout articulé autour de ce projet de route départementale, mais pas uniquement. On reviendra de toute façon sur la situation en Bolivie dans une émission plus consacrée à la Bolivie et au mouvement indigène et à la question indigène dans les Amériques. On va venir sur un autre aspect qui est intéressant à indiqué. C'est une consultation publique qui est organisée sur le désarmement au Venezuela. Et oui, au Venezuela, on consulte. Donc, dans 24 États du pays, il va y avoir des réunions d'organisés dans le cadre d'un plan sécurité citoyenne. Il y a 22 spécialistes qui ont été désignés et qui parcourent le pays jusqu'au 10 décembre en organisant des rencontres avec les jeunes, avec les personnalités politiques, avec les représentants d'entreprises. Il faut savoir que la question de la sécurité est importante au Venezuela, que le gouvernement vénézuélien actuel choisit de la traiter autrement. Longtemps, il y a eu des politiques ultra répressives, une grande violence vis-à-vis des jeunes, parce que ce sont souvent des pays, des Amériques, où il y a des bandes de jeunes. Donc on était dans de la répression. Maintenant, il y a un désir de faire baisser la criminalité par d'autres moyens. C'est lent à se mettre en place, c'est compliqué à mettre en place parce que il y a du soutien, notamment de tous ceux qui voudraient bien se débarrasser d'Hugo Chavez, j'allais dire Hugo Morales, mais on a tellement envie de se débarrasser de tous, que ce soit de Correa, de Morales ou de Chavez, que donc pour eux les enjeux sont importants. Ils essayent donc de mettre en place une politique de prévention, de transmission de valeurs et avec le soutien de la population, d'opter vers d'autres sanctions que ces jeunes qui étaient abattus comme ça par la police, une police qui était infiltrée par les paramilitaires, qui avait parfois une odeur assez nauséabonde. On va revenir donc sur ce qui fait le propre aussi de ces pays des Amériques qui essayent de bouger mais qui sont souvent en but à des coups d'État, et on va revenir notamment sur celui qui avait failli valoir la destitution l'année dernière de Rafael Correa. Donc il y a une enquête qui est faite sur la conspiration du 30 septembre 2010 et maintenant elle s'étend à des congressistes de l'opposition, sachant que certains ont demandé une amnistie pour les personnes impliquées dans la tentative de putsch, et notamment donc Cliver Jiménez du parti Pachakutik. Donc ce qui laisse apparaître que ce qui avait été annoncé auparavant, il y aurait des communautés indigènes qui auraient été assez complaisantes vis-à-vis des discours de ceux qui veulent se débarrasser de Rafael Correa. Donc, il a été question d'accuser de crimes contre l'humanité Rafael Correa, sachant qu'il y a des principes de destitution des présidents en Équateur qui ont toujours très bien fonctionné pour créer une succession à un rythme effréné des détenteurs du pouvoir présidentiel. Donc là, c'était une tentative de destitution, et donc il y a un mouvement qui est mis en place contre cette demande qui est parfaitement infondée.
Donc, je vais vous parler maintenant de quelque chose qui, dans un premier temps, peut sembler positif, puisque le 7 octobre va être libéré René González, donc l'un des 5 Cubains, détenus depuis 13 ans aux États-Unis. Sauf que, malheureusement, sa libération est accompagnée d'une mise en danger de la vie de René, puisque maintenant, il va devoir passer les 3 prochaines années à Miami. Alors, il est vrai que ce Cubain vivait aux États-Unis et que le 16 février 2011, il lui a été refusé le droit de rentrer à Cuba, retrouver sa femme, sa fille et ses parents, sachant qu'ils ont été, alors qu'ils sont les 5 emprisonnés, puisque René est encore en prison, sous une suspicion de tentative de déstabilisation de l'État états-unien. Enfin, ils avaient infiltré les réseaux d'extrême droite pour essayer d'éviter des attentats terroristes sur le sol cubain. C'est assez malvenu aux États-Unis, puisqu'ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés à des peines de prison très très lourdes. Gerardo est condamné à 2 fois la prison à perpétuité, plus 15 ans. Quand on est condamné à la prison à perpétuité aux États-Unis, ça veut dire qu'il n'y a aucune remise de peine possible. Les autres ont eu des ressentences, mais ils sont quand même sous des peines très lourdes pour des personnes qui avaient fait ce qui est autorisé à tout pays dans le monde, c'est-à-dire de se protéger contre des risques d'attentats sur son sol. C'est une protection de la souveraineté d'un État. Ce droit est dénié à Cuba, puisque Cuba est un pays qui a été inscrit sur la liste des États terroristes à l'initiative des États-Unis. Cuba est un pays qui est sous le joug d'un blocus depuis plus de 50 ans. Et la question du blocus va d'ailleurs revenir à l'actualité, puisque de façon régulière, la question de la suppression de ce blocus est mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, pour la 20e fois, on peut craindre que ce blocus soit prorogé, parce que malheureusement, le veto des États-Unis, d'Israël et le non-vote de 2 ou 3 petites îles suffira, même si 187 pays ont voté la dernière fois la fin de ce blocus. Il faut savoir que c'est un blocus qui empêche tout échange. Donc, il y a des malades à Cuba qui ne peuvent bénéficier de soins pour des cancers parce que les brevets sont détenus par des entreprises états-uniennes qui refusent que des Cubains soient soignés. À l'inverse, quand les Cubains ont proposé de venir aider lors du séisme de Katrina, ils se sont vus opposer un refus sous le même prétexte de ce blocus. C'est aussi tout bateau qui apportera des vivres ou quelques produits que ce soit à Cuba n'aura pas le droit de toucher un port états-unien ou un port de pays en relation avec les États-Unis pendant 6 mois, voire plus. Ce sont des sanctions à tout niveau qui peuvent parfois confiner au ridicule. Un Cubain n'a pas le droit d'entrer dans un McDo et à l'inverse, un habitant des États-Unis n'a pas le droit de consommer du Havana Club. Voilà, donc on est dans du délire, mais il faut que Cuba disparaisse et surtout que... Donc les 5 sont des victimes de cette oppression et le blocus est une autre forme de ce colonialisme, de cette situation où Cuba est maintenu sous la coupe des États-Unis, même s'ils sont indépendants, même s'il y a eu une révolution à Cuba, il y a un refus de cette affirmation d'indépendance, de cet autre affichage des pays de l'ALBA. Donc, lors de la dernière réunion de l'ONU, il y a eu des soubresauts de la part de ces pays de l'ALBA. Ça a commencé dès l'ouverture, puisque Dilma Rousseff, présidente du Brésil, a d'abord souligné que c'était la première fois que l'ouverture de la séance à l'ONU se faisait par une femme. Donc elle a ensuite ajouté qu'elle aimerait bien qu'il y ait un autre poids donné aux pays émergents, parce que les pays émergents ont le droit de subir la crise, mais visiblement ils n'ont pas le droit de dire comment les instances monétaires internationales vont la gérer. Ensuite, c'était Evo Morales qui a rappelé que le comité de sécurité pourrait s'appeler le comité d'anti-sécurité, puisqu'en fait il est tenu par 15 pays, donc 5 qui ont le droit de veto. Alors rappelons, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie. Eux décident de tout, les autres ont le droit de se soumettre. Il y a eu aussi une demande que ce soit ailleurs qu'aux États-Unis, puisque le vice-ministre équatorien a constaté que puisqu'on refusait la présence du président Rafael Correa au lieu où se tenait cette réunion de l'ONU, puisque Rafael Correa a été déclaré persona non grata. Est-ce que vraiment c'est une preuve de neutralité des États-Unis
par rapport aux instances de l'ONU. On pourrait peut-être choisir un autre pays, un autre lieu où organiser ces réunions. Donc, dans ce contexte de crise internationale où on fait appel au bon vouloir de chacun, eh bien, les pays de l'ALBA en ont manifesté en considérant qu'on pourrait refondre la structure de l'ONU. Et Evo Morales a appelé à la création, à des cahiers de doléances